Ça découle d'une évolution de notions. Depuis l'autosuffisance alimentaire, etc., on est arrivé à la souveraineté alimentaire. Et c'est une notion qui, si je ne me trompe pas, comprend à la fois un idéal de production de nourriture suffisante d'un point de vue local, sans s'empêcher de recourir à des exportations et importations, donc d'être intégré dans le commerce international. Et en même temps, la notion de pouvoir décider ce qu'on produit, enfin les communautés paysannes locales, de décider de leur modèle de production, des semences qu'elles utilisent, etc. C'est la possibilité, la souveraineté alimentaire pour un peuple, de pouvoir se nourrir par son travail, par sa réflexion, par ses ressources naturelles disponibles dans son territoire, et pour cela de dépendre très peu de l'extérieur, de dépendre par exemple pas pour les semences, ni pour les intrants, ni pour les engrais. Pour moi, la souveraineté alimentaire, c'est la capacité des peuples à définir leur système agricole et leur système alimentaire. Donc, c'est une notion qui porte vraiment en son sein un facteur politique d'inclusion de toute la population dans les décisions qui concernent les modèles. Ces modèles et ces questions-là. La notion de souveraineté alimentaire plaide pour un accès pour toutes et pour tous à une alimentation saine saine, variée, suffisante, mais aussi qui permettent de subvenir non pas seulement aux besoins, on va dire, caloriques des gens, mais également à leurs préférences culturelles. Donc il y a aussi ce facteur de prise en compte des préférences culturelles. Si je pouvais ajouter quelque chose dans la souveraineté alimentaire aussi, du moins dans les récentes réflexions autour de ça, c'est qu'il y a de plus en plus avec cette idée la volonté de prendre en compte aussi des aspects plus écologiques, des considérations plus écologiques pour que ces systèmes alimentaires soient également durables. La souveraineté alimentaire, ce que j'en retiens principalement pour moi, c'est la question du choix et du choix de chacun et chacune en matière d'alimentation et d'alimentation individuelle, mais aussi à l'échelle collective, de pouvoir avoir un impact à l'échelle collective sur l'alimentation. Et donc, pour moi, c'est en lien directement avec les questions d'éducation, puisque pour pouvoir choisir, il faut aussi déjà être informé et savoir aussi où chercher pour avoir les bonnes informations, puisqu'en question, dans tous les sujets, les informations changent vite, on peut avoir des nouveaux éléments et c'est difficile de rester tout le temps bien au courant de tous les enjeux. La souveraineté alimentaire est le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée, produite par des méthodes écologiquement saines et durables, et leur droit de définir leur propre système alimentaire et agricole. Je vais peut-être revenir sur 2 ou 3 petits points qui me semblent importants. C'est-à-dire que lorsque la Via Campesina a mis au cœur de ses préoccupations la question de la souveraineté alimentaire, c'est bien au moment du passage du GATT à l'OMC. Et juste un petit rappel, c'était l'époque où il y a eu toute une campagne, où il y a eu des campagnes qui nous ont amenés à lutter contre tous ceux qui disaient la mondialisation c'est tout sauf les armes. Ça veut dire qu'on mettait la question des échanges agricoles au même titre que l'ensemble des échanges. Et c'est justement tu l'as rappelé Blanche, par cette volonté de dire demain, l'alimentation ne peut pas être confiée dans les mains de quelques multinationales. On arrive chaque fois à la souveraineté alimentaire, nous devons tenir compte de cette diversité culturelle, sociale, économique adaptée à les spécificités du terroir. Ça, c'est l'agriculture qui est très très important. Donc, et de l'autre côté, ça c'est le foncier et l'agriculture.
vous avez tout en vu que le foncier est toujours lié à l'économie et l'agriculture qui est traitée à part, comme si on fait l'agriculture dans le ciel. Donc il faut toujours tenir compte qu'on ne peut pas parler d'agriculture sans pourtant parler des terres. Et faisons beaucoup attention de les dissocier. Ils sont liés, intrinsèquement liés. On ne peut pas faire l'agriculture sans terre. Donc c'est les deux points que j'attire l'attention. Merci. Alors, en fait, je suis en train de... Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec cette affirmation? Pas d'accord du tout avec cette affirmation. Allez-y, positionnez-vous. Ce que je mange ne regarde que moi. Bon, déjà, on ne produit pas. Là, on ne plante pas, on ne commercialise pas. Donc déjà, ce qu'on mange, ça ne regarde pas que nous. Et puis ensuite, ça a un impact sur les autres, sur ceux qui produisent, sur ceux qui font. Et ça a un impact sur la planète, ça a un impact sur les ressources. Ça regarde aussi tous ceux qui interviennent, qui partagent ces ressources aussi. C'est l'argument principal. Manger sainement, si on est des valeurs d'écologie ou d'humanisme, ou alors favoriser quelque chose justement qui nuit à la planète, ou alors qui a des outils de production très néfastes socialement. Donc ça ne me regarde que moi, parce que c'est moi qui ai la dernière décision avec la carte bancaire. Je veux dire, je consomme, c'est peut-être encore plus fort qu'avec un bulletin de vote, puisque j'ai le droit de vie ou de mort par rapport à un système de production. Tout est une question de relativité. Si nous sommes riches, c'est parce que les autres sont pauvres. Et donc, pour quelle raison on va laisser ce gouffre entre certaines parties de la population de la Terre? Donc simplement, il faut partager. D'ailleurs, pour devenir riche, comment ils ont fait? Comment nous avons fait pour devenir riches? On a exploité des populations. Les pays riches devraient contribuer à l'aide ou à réparer certaines erreurs. Et ce qui se passe, ça ne se fait pas en réalité. Donc s'ils ont un devoir, ils agiraient peut-être plus. Il y aura peut-être moins de... peut-être une répartition des richesses et moins de pauvreté. Alors moi je suis PDG de Nestlé, donc je nourris les pays du Sud et notamment l'Afrique de l'Ouest et j'exporte ma poudre de lait. Donc je permets aux Africains de consommer du lait, quoi. Alors moi je dirais, pour lutter contre cette contre-affirmation, eh bien moi je vais soutenir un projet de développement dans le pays. Voilà, je sais que dans le pays, les gens qui portent ce projet, ils n'ont pas les moyens de le développer. Mais par contre, nous, on a les moyens de les accompagner, de les aider et de faire avec eux. Voilà, et de faire en sorte que la production laitière dans ce pays, même si c'est dans une petite zone, ce n'est pas un pays, c'est une petite zone, au moins dans cette zone-là, ils seront autosuffisants et le problème, partiellement, se réglera. Mais moi, je pense que c'est le mot aider qui dérange un peu en fait. Si on parlait peut-être d'accompagnement, ça pourrait être mieux. Parce que aider depuis des décennies, ça n'a jamais apporté une solution. Donc je pense que c'est accompagnement. Je pense qu'il y a vraiment trouvé les mots justes. Et l'aide alimentaire pour qui? Ah, pour qui, d'accord, c'est ça, ok. Je peux parler depuis l'expérience que j'ai dans une épicerie solidaire qui essaie de trouver des solutions. Nous, on considère que la personne doit avoir le choix, justement, c'est la meilleure façon de la respecter. C'est qu'elle puisse contribuer au fonctionnement de notre structure. On essaye que toutes les portes soient ouvertes, les groupes de travail, le fonctionnement quotidien de l'épicerie, le choix des produits. Le but, voilà, c'est que les personnes soient actrices en fait, de la sauce si elles le veulent. Leur place, ça peut être consommateur et revenir, parce qu'elles ont le choix de revenir ou pas, en fait. Et déjà, être consommateur chez nous, avec une aide ou pas, en étant bénévole ou pas, c'est déjà un choix, en fait, et ça nous permet, nous, de continuer. L'aide alimentaire vient pour gérer les conséquences. Et avant d'arriver aux conséquences, pour qu'on n'ait pas traité la cause, les chefs d'État doivent aller se retrouver quelque part pour qu'on leur fasse pression de mettre 10% de leur budget à l'agriculture. Ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté politique, ça veut dire qu'ils n'ont aucune analyse du choix alimentaire de leur communauté à la base. Puisque tous ces chefs d'État qui sont retrouvés, dans tous ces pays, ils sont à 80%, les communautés, ils sont à 80% agriculteurs, soit éleveurs, soit pêcheurs. Donc ça veut dire que le socle même du développement dépend. Donc cela doit avoir un effet à la politique alimentaire même de leur pays. Ça veut dire que le gros du budget doit aller dans le gros du travail. Mais si le budget n'est pas allé à ça, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Dans les choix alimentaires,
c'est de soutenir vraiment l'agriculture qui est adaptable aux communautés. Parce que l'agriculture n'est pas adaptable aux communautés, si ce n'est pas adaptable aux milliers, s'il faut leur imposer une choix d'agriculture parce qu'on accompagne, donc il y aura toujours ces catastrophes. Par rapport à ce que vous avez posé sur la question, faut-il parler de l'aide alimentaire? La première chose, c'est qu'il y a une question d'urgence. On a actuellement en France entre 2,5 millions à 3 millions de personnes qui n'ont pas accès à une alimentation et en volume et en qualité. Donc la question du droit, il faut absolument qu'on la construise, mais le délai n'est pas le même, et il faut qu'on voit dans quel espace on le fait. En gros, c'est la Sécu, l'idée de cotiser ensemble, de faire un pot commun, et avec ce pot commun, de décider qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on veut produire, qu'est-ce qu'on veut manger, et ben, c'est un moyen de mobiliser les peuples, puisque en fait, l'idée c'est d'associer les gens et que ce pot commun, on leur dise qu'est-ce que vous voulez en faire. À partir du moment où je suis conscient d'un problème lié à la faim dans un pays du monde, pas dans le monde globalement, mais dans un pays du monde que je connais, à partir du moment où je ne fais rien pour essayer, je dirais, d'améliorer la situation, je me sens coupable, donc une forme de culpabilité de ne pas agir, ou de n'avoir pas engagé une action. Tout ne peut pas reposer sur tes épaules. Pour qu'il y ait un changement, il faut du collectif. Et donc du coup, il faut que, si on veut pouvoir changer le système qui ne permet pas aujourd'hui que tout le monde mange à sa faim, il faut qu'il y ait un changement qui vienne d'un collectif. Quand on dit la faim dépend de moi, peut-être ce moi-là désigne un collectif. Vous voyez? Maintenant, quelle action nous menons pour ne pas que cela puisse dépendre de nous? Parce que parler des faim aujourd'hui, c'est d'abord parler de l'alimentation, les droits de ces personnes-là, de l'agriculture, les droits de ces personnes-là qui sont dans le domaine alimentaire. Est-ce qu'aujourd'hui ces paysans-là ont ces droits pour pouvoir faire leur choix? Est-ce que les institutions internationales aujourd'hui, les organisations internationales n'imposent pas un certain choix à ces agriculteurs-là par le libre-échange? Mais je veux dire, ce qu'on peut penser, agir, faire, provoquer, ça paraît peanuts par rapport à tout ce qui nous écrase au-dessus et qui fait qu'il y a des barrages pour pouvoir faire progresser la chose. Si je peux me permettre, tu as dit que tu as parlé de nous collectif, mais en fait dans le nous collectif, tu as cité un certain nombre d'organismes dans lesquels je n'y étais pas. Les organismes internationaux, les grandes entreprises, etc. etc. Donc j'ai l'impression que le nous dont tu parles, c'est d'autres que moi. Donc ça ne dépend pas que de moi, ça dépend de ce nous-là qui est un peu, qui tient les ficelles. Est-ce que je fais le choix de faire partie de ces mouvements-là pour porter la lumière pour que ces multinationales cessent ce qu'ils sont en train de faire? Parce que c'est en dénonçant, en agissant, que les choses vont s'améliorer. Mais si je reste dans mon coin seul, je suis cloîtré, est-ce que ça va changer quelque chose? Mais ce n'est pas de ma faute en fait. Ça veut dire que c'est eux, comme tu dis, qui doivent décider. Donc je me lève, donc je travaille toute la journée, je me détends. Mais qu'est-ce que j'ai à faire d'aller aider les gens à défendre leurs droits? Et tu te nourris? Moi je me nourris, je parle. Est-ce que tu veux savoir d'où provient ce que tu manges? Je suis tellement fatigué. Dans quelles conditions ça se fait? Ça On ne peut pas lutter contre les spéculations autour du bien commun tant qu'on n'est pas ensemble. Il faut avoir des mouvements forts. Ce n'est pas les écrits, parce que les écrits vont à l'encontre des lois érigées. Et toutes les lois sont érigées à la lumière d'économie et du système capitaliste. Donc, il faut accepter à un moment donné qu'on vous appelle des ordres de la loi, mais que vous arrivez d'abord à vous organiser pour lutter contre. Tant que vous n'êtes pas en mobilisation, vraiment, et vous n'êtes pas en capacité de proposition d'alternative, il ne faut jamais vous écouter. Donc, il faut avoir une masse critique qui est là, qui peut porter atteinte d'abord à tout ce qu'ils appellent stabilité.
parce que c'est leur appellation de stabilité différente de notre vision de stabilité. Donc maintenant, la première qu'on a fait, c'est de nous mobiliser en tant qu'acteurs, ayant la main dans la pâte, dont notre vie dépendait, ayant des acteurs du métier, donc nous sommes organisés autour de ça. Qu'on accepte ou non, l'eau, l'agriculture et la terre, c'est les trois enjeux mondiaux que le système capitaliste ne vit que de ça. Tout ce qu'il produit, soit vient d'un espace de terre, soit ils utilisent l'eau dans tous les produits d'alimentation qu'ils nous donnent, donc ils ont tout intérêt de les segmenter. Il faut les légiférer. Il faut que ça soit mis dans la législation foncière et hydrique et dans la législation d'agriculture, des politiques et accompagné par des lois pour leur mise en œuvre, pour la reconnaissance de ça comme étant des biens communs. Pour nous, le consommer local, c'est surtout une histoire de résilience. En fait, je reviens sur ce que disait René tout à l'heure, qui parlait de quelques jours d'autonomie pour les villes. Bordeaux, je crois que sur les 100% de ce qu'on mange à Bordeaux, il y a moins de 5% qui vient des environs. On a beaucoup spécialisé les zones, les territoires pour qu'ils produisent une denrée qui soit valorisable sur un marché si possible international, pouvoir ensuite importer des produits qui viennent de l'étranger et qui créent du coup des systèmes qui sont très très peu résilients. On voit dès qu'il y a une crise, en fait, tout se casse la gueule. Du coup, pour nous, c'est aussi un moyen de sécurité, de qualité et d'impact. Enfin, en tout cas, le local, je le vois beaucoup plus sur un aspect environnement et qualité de vie aussi, parce que d'avoir des espaces qui sont de la monoculture intensive à perte de vue, des bois, des forêts, voilà, c'est peu résilient et c'est surtout complètement délétère pour l'eau, pour la terre, pour les gens. Et je pense que ce genre de questionnement peut aussi emmener une trajectoire beaucoup plus durable et beaucoup plus intéressante. Voilà. Toute la question de la relocalisation de l'alimentation, il nous faut des mécanismes et des politiques publiques pour faire en sorte qu'on privilégie les productions locales dans notre alimentation partout. Que la question des échanges, c'est vraiment pour les choses qu'on ne peut pas produire dans des zones arides, dans des pays arides, ou dans des pays où on ne peut pas tout simplement le produire. Je ne revendique pas, par exemple, le fait de cultiver du café en Bretagne. Je rappelle que depuis les années 80, on a détruit en France 75% de notre bocage, de notre linéaire. Et 75%, ça veut dire que depuis les années 80, on a abattu, arasé, en moyenne, 23 500 km de talus par an, rien qu'en France. Ça veut dire que, donc, si on redéploie ça avec des politiques publiques, automatiquement, on va remettre en place une autre agriculture et adosser effectivement une politique alimentaire qui soit de qualité, accessible à tous. Donc voilà, je terminerai là-dessus, mais c'est extrêmement complexe, il faudrait que chaque point qu'on y passe plus de temps, mais le chantier est ouvert sur tous ces aspects-là et ils sont concomitants, c'est ça que je veux dire. Donc moi, ce que je vais faire de façon très concrète, c'est qu'au mois de mai, je vais organiser une formation localement en Bourgogne-Franche-Comté avec d'autres acteurs et on va former des collectifs locaux Festisol à des outils pédagogiques sur la souveraineté alimentaire. C'est déjà faire une sensibilisation, ramener déjà dans mon pays à comprendre que l'alimentation saine est tellement bien pour déjà notre suivi et à ramener aussi à nos gouvernants à comprendre que la terre est une bonne chose, ramener l'éducation à cultiver, pourquoi pas créer aussi des entreprises, à faire aussi une formation dans les établissements, à mettre
le peuple pour mieux vivre. Alors comment on intervient? On intervient en s'appuyant sur des ressources locales en Haïti, donc sur la commune de Chantal. Nous avons formé par exemple en 2020, 2021, 2022 l'équivalent de 80 personnes, des jeunes femmes, des jeunes hommes qui ont déjà une activité dans l'agriculture et nous les avons aidés à transiter vers une agriculture plus productive, plus respectueuse de l'environnement, plus souveraine donc et moins dépendante de l'extérieur. Voilà la nature de mon engagement. Donc là, au niveau local, il y a un projet de transformation sociale par le biais de l'agroécologie. Donc le but, c'est d'aller sensibiliser le public dans la zone rurale de la Gironde sur les questions qui touchent à l'agroécologie, à l'agriculture plutôt, et de favoriser l'agriculture familiale et paysanne. C'est le combat que nous portons tous les jours, la protection des terres, la protection des terres et sa gestion durable qui est très important. La protection de l'eau et de sa gestion durable, c'est très important. La protection des semences paysannes avec des politiques sémencières pour que ces semences paysannes puissent être des patrimoines des communautés producteurs paysannes est très très important. Donc sur ce, c'est le combat que nous portons tous les jours et à travers des actions aussi que nous menons, des actions de caravanes qui drainent des milliers de gens à des activités, dont 300 personnes des organisations différentes, des différents pays parcourent, des 16 pays parcourent 5 pays et chaque pays 3 grandes activités autour de l'agroécologie qui est un choix, un modèle d'agriculture durable, de conservation des terres parce que dans la souveraineté alimentaire aussi pour produire la qualité, il faut aussi, et la qualité demande aussi des bonnes terres et des terres aussi qui ne sont pas polluées, qui ne sont pas faites de pesticides. Comment je m'engage en faveur de la souveraineté alimentaire? C'est en proposant différentes animations au sein de l'association Starting Block, différents ateliers et formations d'éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale, notamment en lien avec les enjeux environnementaux et avec les questions de l'alimentation. Et donc donner en tout cas l'envie de se questionner sur ces questions-là et aussi de pouvoir toucher du doigt le fait qu'on puisse avoir une action et pas seulement le fait d'avoir un impact par notre propre consommation. C'est pas pour culpabiliser les personnes qui ressortent des animations en se disant ouh là là, il faut que absolument que je devienne végétarien, que je change mes modes de consommation, j'en sais rien, pas du tout. C'est plus de se dire qu'en fait il y a déjà plein de petits moyens d'action possibles individuellement dans la mesure de ses moyens, de ses envies. Voilà, il n'y a pas de jugement sur ça et aussi collectivement être informé sur les enjeux qui se passent un peu partout dans le monde et qui impactent en fait dans quelle mesure notre agriculture impacte l'agriculture ailleurs et notre consommation, que tout est interconnecté. C'est déjà un premier pas en tout cas pour s'engager dans ces questions de choix concernant l'alimentation et donc de souveraineté alimentaire.